Mr. Jordache, please. Le président Maître Jordache, avant que nous ne poursuivions, de combien de temps auriez-vous encore besoin pour nous expliquer ce que vous souhaitiez présenter comme élément supplémentaire? Et je veux dire que nous avons encore 2h30 pour la défense. Simatovic, tant la défense que l'accusation auront encore 4h30 et il nous reste encore 1 heure aujourd'hui, ce qui signifie qu'il reste 3h30 pour demain, ce qui est juste ce qu'il faut. Alors à moins que vous n'ayez de longs arguments à présenter. Je regarde également Monsieur Groom. Maître Jordache, je ne crois pas avoir besoin de plus de 10 à 15 minutes. Le président, eh bien, si les partis épuisent leur temps, nous pourrons éventuellement continuer vendredi. Maître Jordache, je peux me restreindre à 5 minutes. Monsieur Groom, je peux également diminuer le temps nécessaire. Le président, est-ce que vous souhaiteriez le faire à quel moment souhaiteriez-vous le faire? Maître Jordache, je me plierai à la décision des juges. Le président, Monsieur Groom, êtes-vous prêt? Monsieur Groom, eh bien, je le ferai à tout moment que les juges m'indiqueront. Le président, je vais être très strict en ce qui concerne le temps. Et nous allons vous entendre tout de suite. Vous avez 5 minutes, ce qui signifie que vous avez jusqu'à 18h04, Maître Jordache. Si ça peut vous aider, Monsieur le Président, Mesdames les juges, l'accusation s'oppose à cela. Donc, je vais essayer de m'en passer. Donc, lorsque nous avons parlé du mémoire de l'accusation, nous avons noté un certain nombre de problèmes allant de citations qui n'étaient pas exactes, qu'il y avait des erreurs. Nous avons dû les corriger. Nous avons également noté des citations qui prétendument fournissent une corroboration, ce qui n'est pas le cas. Et le problème, c'est qu'ils se fondent sur des éléments de preuve qui ne sont pas corroborés. Il s'agit d'éléments recueillis dans le cadre du 92 ter. Et lorsqu'ils ont dit qu'ils avaient coopéré, correction d'interprète, là où l'accusation n'a pas été ou aider les juges de la Chambre en identifiant les éléments qu'ils pouvaient corroborer. Les citations à l'appui d'éléments de preuve qui simplement n'existaient pas. Et nous avons estimé qu'il y avait un certain nombre de problèmes au niveau des documents. Donc, nous avons consigné tout ceci dans un document que nous avons jugé utile pour les juges de la Chambre ainsi que pour les juristes de la Chambre pour accélérer le processus d'évaluation de mémoire, du mémoire en clôture de l'accusation et pour vous aider, Madame, Messieurs les juges, à établir la vérité. Alors, ce que nous avons fait, nous avons identifié les problèmes et ensuite nous avons parcouru ces problèmes et nous avons écarté les problèmes qui correspondaient à des éléments de preuve nouveaux. Ce qui était nous avons écarté ces problèmes correction d'interprète à ce qui correspondait à un nouveau plaidoyer et circonscrit de commentaires aux corrections à ce qui, d'après nous, ne correspondait pas à cela. Donc, il y a certaines erreurs sont possibles lors de l'évaluation des éléments de preuve. Donc, notre approche était une approche assez restreinte d'après nous. Nous souhaitions qu'elle soit juste lors de la présentation de nos arguments. Mais nous avons gardé à l'esprit le fait que nous avons une obligation envers notre client pour garantir que vous, Madame, Monsieur les juges, ne soyez pas intentionnellement induits en erreur ou de toute autre manière induit en erreur. Donc, nous avons compilé tout ceci
ceci est destiné à être utile pour les juges de la Chambre. Ceci n'est pas destiné à présenter de nouveaux arguments à la manière dont l'accusation a fait hier en corrigeant des erreurs induisant en erreur la Chambre dans notre mémoire. Nous avons le même point de vue sur la question, mais nous avons beaucoup d'autres idées sur d'autres points. Mais nous avons estimé qu'il était nécessaire de compiler ce document et le proposer au juge de la Chambre. Nous pensons que ceci serait utile et permettrait de faire accélérer le procès, par conséquent créer des conditions dans lesquelles une évaluation juste des éléments de preuve et l'établissement de la vérité pourraient être conduits. C'est ce dont nous disposons maintenant. Nous ne pensons pas que ceci désavantage l'accusation. En réalité, ceci est utile pour tout à chacun si l'on analyse les éléments de preuve d'une façon juste et exacte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé à vous, messieurs les juges, de faire cela. Et dans l'alternative, les juristes de la Chambre peuvent faire la même chose et identifier ces mêmes erreurs. Monsieur Groom, alors, il y a 2 heures, les arguments ou la plaidoirie de la défense, je viens de recevoir ce document. C'est un document assez long. La première page, par exemple, qui semble contredire une déclaration faite par l'accusation dans le mémoire de l'accusation 1, laissant entendre que M. Stanisic avait rencontré M. Babich environ 3 fois. Et il a dit que Babich devait venir un certain temps et ensuite qu'il s'y rentrait lui-même. Il s'agit d'un argument qui est présenté. Et d'après nous, lors des réquisitoires et plaidoiries, nous avons présenté des arguments écrits, nous les avons plaidés et nous avons les arguments oraux qui sont censés étayer les arguments écrits ainsi que de répondre aux écritures des parties. Une situation analogue s'est présentée lors de l'affaire Stakic devant la Chambre d'appel. Et au début de l'audience en appel, la défense Stakic disposait d'un document important et c'est ainsi qu'ils qualifiaient leur document. Il s'agit d'éléments de preuve qui ont été versés au dossier. Il y a certaines questions qui, d'après nous, ont fait l'objet d'erreurs de la part de la Chambre de première instance qui ont mal cité certains propos des témoins. Donc nous aimerions que ceci ne soit pas sorti de son contexte. Ceci n'est pas très différent de ce que vient de dire Maître Jordache. La Chambre d'appel a dit ce qui suit. Je pense que l'accusation aurait dû recevoir ces volumes à l'avance, aurait dû pouvoir les parcourir, aurait dû donner son accord et indiquer qu'il n'y a pas d'autres arguments qui figurent dans ce document. Quoi qu'il en soit, il me semble que ceci pourrait être perçu comme une tentative visant à avoir un nombre plus important de pages qui ont été présentées lors du mémoire en appel. La tâche de la défense, comme la tâche qui revenait à l'accusation, est de présenter ses principaux arguments dans les mémoires que nous avons analysés et étudiés attentivement et que nous pour lesquels les arguments oraux sont un complément. Je ne pense pas qu'il faille maintenant accepter d'autres ouvrages. Est-ce que l'on peut éviter de faire allusion à ces mémoires? Est-ce que je peux demander au greffier de bien vouloir récupérer les volumes et les remettre à la défense? Ceci s'est produit à la page 185, le 5 août 2005, l'accusation a demandé au juge de ne pas accepter ces arguments écrits ou subsidiairement de fixer un calendrier ou une limite des mots lors de ces mémoires en réplique de façon à ce que l'accusation soit à armes égales lors de la présentation des réquisitoires appelés plaidoiries. Maître Jordache, le Président, alors une question, combien de pages comporte ce document, Maître Jordache? Écoutez, 364, 92 terres, des dépositions qui requièrent une corroboration. Ceci, en fait, concerne l'adjoint de Stanisic. C'est un témoin dans le cadre de l'article 92 terres. En fait, le témoin n'a pas été identifié. Ensuite, je parcours ces autres pages.
207, par exemple, erreur numéro 207, paragraphe 565, affirmation faite le 12 juillet 1992, les bérets rouges et d'autres ont tué des civils 27 civils non serbes dans une discothèque. La référence n'est pas exacte puisqu'on n'y trouve qu'une liste de victimes, que les bérets rouges aient participé à cette attaque ne fait l'objet d'aucune référence. En fait, ce sont des choses comme ça que nous avons voulu signaler. Le président, les juges de la Chambre ne font pas droit au versement ou la présentation d'un tel document. Cependant, bien évidemment, les parties... Alors, si vraiment il y a des références au niveau des arguments présentés dans l'accusation sur des éléments de preuve qui n'existent pas, ceci serait utile pour les juges de la Chambre. Mais je suppose, M. Gould, que si les éléments de preuve n'existaient pas, vous diriez exactement tout de suite au juge de la Chambre qu'il s'agit d'une erreur. La même chose vaut pour des erreurs manifestes, des erreurs typographiques, des guillemets au mauvais endroit. Mais je ne pense pas que vous pourriez remplir 80 pages avec cela. Et dans ce cas, vous pourriez le regarder et avec la défense venir en aide au juge de la Chambre et corriger ces éléments. Mais en ce qui concerne ce point-là, je crois que vous pouvez parvenir à un accord pour que ceci puisse être utilisé par les juges de la Chambre. Ou de toute autre manière, agir de toute autre manière. Par ailleurs, nous ne faisons pas droit à cela. Maître Jordache, je crois qu'il est sage d'évoquer cette question à un stade ultérieur et à ce moment-là, l'accusation aura eu le temps de réaliser ce que vous souhaitez réaliser, Maître Jordache. Les vérifications ont été longues, le président. Mais avez-vous commencé à en discuter avec l'accusation un peu avant aujourd'hui, à un stade antérieur? Le président, c'est vous qui avez pris ce risque dans ce cas, dans la mesure où les parties peuvent se mettre d'accord sur des erreurs typographiques ou ce genre de choses, si la citation, les guillemets ne sont pas au bon endroit, si c'était par exemple le verbe être au passé plutôt que le verbe être au présent, je crois que vous pouvez vous mettre d'accord là-dessus. Et la même chose vaut pour des éléments de preuve qui n'existent pas.
ne rechercherions pas pendant longtemps des éléments de preuve qui n'existent pas, parce que si la source est citée et que l'on la trouve nulle part, nous supposons dans ce cas que cela n'existe pas. Mais il semblerait que ceci a rempli 80 pages, donc cela va au-delà de ces questions-là. Néanmoins, le juge de la Chambre estime qu'il ne faut pas accepter cela. Alors, ceci nous a pris 30 minutes déjà. Maître Bachrach, si vous commencez rapidement, nous n'allons pas perdre davantage de temps. Je ne dis pas que nous avons perdu du temps et que nous avons donc passé du temps sur des questions importantes. Maître Bachrach, vous pouvez commencer. Maître Bachrach, merci. Monsieur le Président, bonsoir à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Pendant toute la présentation de ces moyens, l'accusation, y compris pendant son réquisitoire et dans son mémoire en clôture, n'a cessé d'affirmer l'existence d'une entreprise criminelle commune dont l'objectif aurait consisté à recourir à la force pour chasser durablement la population non serbe de vastes portions du territoire de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Et que lors de cette campagne de persécution, Franko Simatović lui-même aurait été l'un des membres les plus importants du SDB, respectivement du RDB de la République de Serbie. L'accusation affirme par ailleurs que ce plan aurait vu le jour au plus tôt en avril 1991 et qu'il aurait continué d'exister au moins jusqu'au mois de décembre 1995. L'accusation décrit par ailleurs Simatović comme l'adjoint de Stanisic et comme le commandant opérationnel des unités du service de la sûreté de l'État, respectivement du RDB. Mais ce faisant, l'accusation passe complètement sous silence de nombreux éléments de preuve au sujet desquels nous pouvons dire qu'à tout le moins, il jette un doute raisonnable sur cette affirmation et cette conclusion. Partant de ces hypothèses, l'accusation devant cette chambre de première instance affirme que Simatović, au poste évoqué, aurait planifié et exécuté une entreprise criminelle commune conjointement avec les dirigeants politiques des Serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, conjointement avec les gouvernements de ce dernier, conjointement avec les représentants de leurs forces armées et de leurs forces de police, tout comme avec les dirigeants politiques, militaires et des services de police de la République de Serbie. Cependant, dans son mémoire en clôture, le procureur affirme que c'est dès l'été 1990 que Simatović aurait commencé à porter assistance et à conseiller les membres de l'entreprise criminelle commune dans 2 régions autonomes serbes en Croatie. Le procureur affirme également qu'à partir de l'été 1991, des membres de l'entreprise criminelle commune, y compris une unité rattachée à la DB de Serbie, les Bérets Rouges, tout comme la SDG d'Arkan, aurait terrorisé et attaqué la population non serbe sur tout le territoire des régions autonomes serbes en Croatie. L'accusation ajoute que ce modèle appliqué en Croatie a également été appliqué en Bosnie-Herzégovine et que les participants à l'entreprise criminelle commune auraient constitué des institutions et des forces parallèles dans le but de mener une campagne violente de persécution sur le modèle de ce qui avait été initié par eux en Croatie.
l'élément de preuve central sur lequel s'appuie l'accusation pour justifier toutes ces affirmations est le discours lu par Simatovic devant le chef Stanisic, le président Milošević et d'autres lors de la cérémonie à Kula en 1997. Bien qu'il y ait un écart considérable entre les éléments de preuve présentés d'une part et d'autre part la teneur du discours lu par Simatovic, le procureur s'appuie sur ce discours comme sur un élément de preuve central de sa thèse contre Simatovic, et ce, en dépit du fait avancé par la défense que ce discours a été lu dans des circonstances et pour des raisons particulières sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement. Il est en effet manifeste qu'après la conclusion des accords de Dayton en novembre 1995, le RDB de la Serbie avait des raisons tout à fait particulières de présenter le rôle qui avait été le sien dans les conflits en ex-Yougoslavie sous un jour différent devant le président Milošević. D'ailleurs, les éléments de preuve sont nombreux, et nous y reviendrons, qui démontrent justement que les affirmations tirées de ce discours sont inexactes et que le rôle du RDB de Serbie a été exagéré. À titre d'exemple, dans le discours en question sont évoqués 26 lieux, les lieux supposés de camps d'entraînement. En l'espèce, pourtant, ce sont tout au plus 2 ou 3 lieux qui ont été présentés, lieux où sont censés avoir été mis en place des centres d'entraînement. La même remarque s'applique également à la 50aine de lieux qui ont été évoqués et où l'unité aurait soi-disant participé à des opérations de combat. Elle s'applique également à l'affirmation selon laquelle 5000 membres de l'unité auraient participé au combat. Après plus de 3 ans de présentation de moyens, en l'espèce, après l'audition d'un grand nombre de témoins, je pense que personne dans ce prétoire ne sera en mesure d'énumérer plus de 5 ou 6 lieux où l'unité JATD avec lesquelles, se reprend interprète, l'unité JATD aurait le moindre lien, sans même parler de son éventuelle participation à des activités de combat. Ce chiffre de 5000 membres de l'unité est en lui-même absurde et profondément en contradiction avec les éléments de preuve présentés. Nous en trouvons un exemple patent de cette exagération dans les affirmations relatives à l'escadrille aérienne, au sujet de laquelle le témoin clé de l'accusation Milovanovic lui-même a déclaré que, en termes simples, elle n'était pas exacte. Ceci concerne également les affirmations relatives à de nombreux aérodromes à partir desquels ces escadrilles auraient décollé. Le fait que, dans sa lecture de ce discours, dont on ignore l'auteur qui l'a rédigé, Franco Simatovic ait utilisé les termes de « nous avons » ne signifie pas en soi qu'il ait, dès les débuts, participé directement ou indirectement à toutes les activités alléguées ou
évoquée du service. Simatovic ne résume pas la totalité du service, pas plus que le service ne se réduit à Simatovic. Et s'il avait dû lire ce discours lors de cette cérémonie, n'importe quel autre employé de ce service aurait dû utiliser ces mêmes termes de « nous avons ». La défense estime que l'accusation avait l'obligation pour chacune des affirmations extraites de ce discours d'établir en présentant des éléments de preuve concrets et d'établir au-delà de tout doute raisonnable la participation concrète de Simatovic à partir du moment où l'on considère ce discours comme une preuve cardinale de la participation et de la responsabilité de Simatovic. Dans la suite de notre présentation, nous nous concentrerons sur les éléments de preuve les plus marquants permettant à la défense d'étayer son affirmation selon laquelle l'accusation n'a pas établi au-delà de tout doute raisonnable la responsabilité pénale de Simatovic. L'accusation affirme que le discours de Simatovic constitue un aveu et un témoignage d'un participant direct. Se fondant sur un examen de l'ensemble des faits, la défense affirme en revanche que ce discours ne cadre pas avec les éléments de preuve présentés et offre une image par trop élogieuse, surdimensionnée et exagérée du service de la sûreté d'État de la Serbie et de son rôle. Lui rendant hommage. L'accusation affirme que Simatovic aurait armé, contrôlé et commandé certains des auteurs directs. Elle affirme qu'une assistance matérielle, logistique et en matière de renseignement aurait été fournie aux fins de mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune. L'accusation affirme également que Milosevic, en 1994, aurait estimé la valeur de l'armement et du matériel fourni à 1 milliard de dollars. Mais si une aide d'1 milliard de dollars a réellement été fournie aux Krajina serbe et à la Bosnie, on ne voit pas pour autant de façon claire quelles ont pu être l'influence et la contribution concrète de Franco Simatovic sur l'apport de tout ou partie de ces fonds, sur la base des éléments de preuve présentés par l'accusation. On ne voit pas non plus clairement quelle est cette décision prise par Franco Simatovic, par qui il a été consulté ou qui il a lui-même consulté, qui l'a informé de la nature de l'aide qui allait être fournie, quelle fraction de ce milliard de dollars d'aide a été fournie par Franco Simatovic et quelle est la part de l'aide pour laquelle il est possible d'établir le moindre lien avec Simatovic. S'agit-il de 1 000 dollars, de 100 000 dollars? Y a-t-il le moindre élément de preuve à ce sujet en l'espèce? Y a-t-il des éléments de preuve indiquant quelle partie de l'aide viendrait du service de la sûreté d'État, quelle partie viendrait de l'État, quelle partie viendrait de la JNA, quelle autre partie viendrait de la VJ? Et quelle est exactement la place ou le rôle de Franco Simatovic eu égard à la décision éventuelle
d'apporter cette aide au peuple serbe hors de Serbie? Quelle est la mesure de sa participation et de sa contribution dans cette aide? Il n'existe aucun élément de preuve à cet égard. Au contraire, nous avons des preuves solides indiquant que Simatovic n'avait pas la moindre influence sur l'éventuelle prise de décision et l'éventuel envoi d'une aide à qui que ce soit. L'accusation essaie de faire un amalgame entre Simatovic et le service, ou entre Simatovic et l'État de Serbie, ce qui est tout à fait inacceptable. L'accusation, devant cette chambre de première instance, n'a pas présenté les éléments de preuve qui sont les seuls pertinents, à savoir des éléments de preuve qui indiqueraient sous quelle forme et à quelle hauteur Simatovic aurait contribué à la réalisation de l'entreprise criminelle commune, à supposer qu'il l'ait fait, et quelles sont l'importance et les conséquences de ces activités. La position de la défense est la suivante. L'accusation avait l'obligation d'indiquer concrètement en quoi consistait la contribution conséquente de Franco Simatovic en qualité de membre de l'entreprise criminelle commune et quelle était la mesure de cette contribution. Sauf le respect dû, la défense affirme que l'accusation ne s'est pas acquittée de cette obligation. Dans son mémoire en clôture, le procureur se réfère à un réseau intégré de camps d'entraînement secrets que les accusés sont censés avoir dirigés. Mais il n'existe aucun élément de preuve permettant de démontrer au-delà de tout doute raisonnable que les accusés auraient mis en place quelques réseaux secrets que ce soit de camps d'entraînement et qu'il les a dirigés. Tout d'abord, le procureur n'a pas démontré clairement ni expliqué en quoi consisterait un réseau intégré de camps. Qu'est-ce que signifie ce réseau intégré de camps? À quelle structure de direction de commandement a-t-on affaire et en quoi ces camps sont-ils intégrés? C'est ainsi que, par exemple, le camp sur la rivière Tara a été créé sur ordre de Radovan Stojicic Badja pour compléter la formation des membres des PJP. Ce camp sur la rivière Tara n'était en rien secret. Les membres des PJP y ont été entraînés, les membres des PJP du RDB. Il existe des éléments de preuve à ce sujet et de nombreux témoins ont déposé en la matière, comme la défense le montre dans son mémoire en clôture. Le camp de Golubic n'a été créé ni par Stanisic ni par Simatovic. Pas plus que ce camp n'était secret ou que l'on a essayé de le dissimuler. Golubic existait déjà plusieurs mois avant la venue du capitaine Dragan à Knin. Et tant les médias locaux qu'étrangers rendaient compte de l'entraînement à Golubic. Dans la suite de notre présentation, nous reviendrons plus en détail sur ces affirmations. À supposer même que l'entreprise criminelle commune ait existé avec le but que lui assigne l'accusation, l'accusation, en tout cas, n'a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable la participation de Simatovic dans cette entreprise. Certes, l'accusation a énuméré un grand nombre de personnalités qui sont censées avoir participé à l'entreprise criminelle commune. Mais, pour commencer, l'accusation n'a pas démontré l'existence du moindre lien ou du moindre contact entre Simatovic et un grand nombre des personnalités qui sont présentées comme des participants à l'entreprise criminelle commune. L'accusation n'a pas davantage démontré, au-delà de tout doute raisonnable, que Simatovic ait volontairement partagé l'intention conjointe alléguée
avec les personnalités qui étaient effectivement en contact avec lui. Intention qui aurait représenté le but commun d'entreprise criminelle commune. Selon la défense, l'accusation n'a pas avancé le moindre élément de preuve par lequel elle aurait démontré, hors de tout doute raisonnable, que Franko Simatovic a eu le moindre contact, notamment avec Slobodan Milošević, qui est considéré comme le participant principal à l'entreprise criminelle commune. Et en disant cela, nous pensons à la période antérieure à la cérémonie à Kula, à laquelle Milošević était présent et au cours de laquelle il n'y a eu aucun contact particulier entre lui et Simatovic. L'accusation n'a pas davantage présenté le moindre élément de preuve au sujet de contact entre Franko Simatovic et Veljko Kadijević, pas plus qu'avec Blagoje Hadžić, avec Radmilo Bogdanović, avec Goran Hadžić, pas plus qu'elle n'a apporté d'éléments de preuve au sujet de la moindre relation particulière avec Badja, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić, Micho Stanisic ou Vojislav Šešelj. Tout ce que le procureur avance comme élément de preuve indiquant que Simatovic aurait participé à une entreprise criminelle commune se réduit à 2 photographies, 2 notes dans les carnets de Mladic et 2 conversations interceptées, assorties d'une théorie vague et non justifiée au sujet des rapports étroits qu'auraient entretenus Jovica Stanisic et Franko Simatovic. La défense de Franko Simatovic se penchera tout d'abord sur ce que l'accusation décrit comme des rapports étroits entre Jovica Stanisic et Franko Simatovic. L'accusation ne fait aucune distinction entre, d'une part, ce qui relève de la relation professionnelle entre le chef du service et l'un de ses employés, et d'autre part, en quoi et de quelle façon leur rapport acquiert ce qui permet à l'accusation de les qualifier de rapports étroits. Il est exact et il est normal que la coopération entre le chef du service et un de ses employés existait. Une telle coopération devait exister entre le chef du service et celui qui, au cours de sa carrière, a fini par devenir son conseiller. Cependant, les limites de la coopération, telles qu'en dispose le règlement du service, n'ont jamais été dépassées. L'accusation n'a pas davantage présenté le moindre élément de preuve permettant de confirmer que la relation entre Stanisic et Simatovic aurait outrepassé les règlements que l'un comme l'autre se devait de respecter. Quant aux 2 photographies que nous avons évoquées, les 2 photographies que l'accusation avance à l'appui de ces informations dans son mémoire en clôture, la défense prie instamment les juges de la Chambre de procéder à une comparaison entre ces 2 photographies, qui sont les pièces P390 et P391, et la photographie P3043, dont il a été établi de façon irréfutable qu'elle a été prise à l'époque de la mission de libération des otages en Bosnie en 1994. Par une simple comparaison, il est possible de voir tout à fait clairement que ces photographies ont été prises à la même époque et manifestement à la même occasion. En effet, la défense a présenté au juge de la Chambre une photographie de Franko Simatovic datant du printemps 1993, sur laquelle on peut voir que Franko Simatovic, à l'époque, présentait une apparence complètement différente et qu'il ne portait toujours pas de lunettes à l'époque. Il s'agit de la pièce de la défense numéro D862 sur laquelle nous souhaitons attirer l'attention des juges de la Chambre. Le témoin à charge Milovanovic a affirmé
que selon lui, la photographie P390 avait été prise à Belgrade. Mais ceci ne peut pas être considéré comme un élément de preuve fiable. En effet, il est manifeste que Milovanovic ignore où cette photographie a été prise et qu'il se contente de conjecturer. C'est ce que nous souhaitions dire au sujet de ces photographies. Quant à Mladic et aux notes figurant dans ses carnets, nous souhaitons rappeler au juge de la Chambre que le président, juste pour comprendre tout à fait bien, vous dites qu'il est tout à fait clair que ces deux photographies ont été prises à la même époque et même à la même occasion. Est-ce qu'en disant cela, vous aviez l'intention de dire que P390 et P391 ont été prises à la même époque et à la même occasion que P3043? Est-ce ce que vous avez essayé de nous dire, Maître Bakrach? Oui, mesdames et messieurs les juges, excusez-moi si je n'ai pas été clair. Lorsque je dis à la même époque, je dis à la même époque ou à peu près à la même époque. Le président. Non, ce n'était pas ma préoccupation. Vous avez parlé de ces deux photographies, mais ce que vous nous proposez, c'est de comparer ces deux clichés avec un troisième. Et vous semblez vouloir dire qu'ils ont été pris à peu près à la même époque. Mais je suis toujours un peu confus suite à votre dernière remarque consistant à dire que c'était à peu près à la même époque. Parce que si vous dites que c'était à peu près à la même époque, est-ce que cela peut être en même temps à la même occasion? Pour moi, si vous dites à la même occasion, c'est forcément à la même époque. Maître Bakrach. Oui, Monsieur le Président, et ce que dit la défense, c'est que les négociations portant sur la libération des otages se sont prolongées et que ces photographies ont été prises à l'époque de la libération des otages. 1994. Yes. Non. Le président, oui, mais pas forcément à la même occasion, alors. Pas à la même occasion, à l'occasion de la négociation pour la libération des otages, ou est-ce qu'elles ont été prises lors de la négociation, ou des négociations pour la libération des otages? Les deux photographies en question. Regardez ma question, ou mes questions, lisez-les à nouveau et nous vous entendrons à ce sujet. Maître Bakrach, Monsieur le Président, ce que nous avançons, c'est que ces photographies ont été prises pendant les négociations. C'est ce que nous affirmons. Très bien, c'est clair donc. Maître Bakrach, concernant Mladic et ses carnets, la défense rappelle au juge de la Chambre que Mladic a tenu ses carnets entre 1991 et 1996. Pendant toute cette période, Mladic a consigné la teneur de centaines de réunions impliquant de nombreuses personnes, y compris la teneur de nombreuses réunions avec de soi-disant participants à l'entreprise criminelle commune. Pendant une période s'étendant sur plus de 5 années, pendant lesquelles Mladic a consigné la teneur de toutes ces réunions, ce n'est qu'à 2 occasions, ce n'est que 2 fois qu'il a noté la présence de Simatovic à l'une ou l'autre de ces réunions. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, Simatovic n'a absolument pas participé à la discussion. De plus, la défense souhaite attirer l'attention des juges de la Chambre sur le fait que la première note en question, datant du 28 février 1993, concerne l'opération Oudar, sur laquelle nous reviendrons plus en détail un peu plus tard. La deuxième note est la pièce P 2541 et correspond au 9 septembre 1995. Cette note a été consignée dans le cadre de la réunion entre le général Mladic,
Momčilo Perišić, Jovica Stanisic et Jovica Stanisic, réunion au cours de laquelle était présent également Franco Simatovic. Et la seule personne qui ne parle pas à cette réunion est Franco Simatovic. Ce qui est particulièrement parlant lorsque l'on examine les notes en question dans leur intégralité, c'est que cette réunion est avant tout consacrée à la libération des pilotes étrangers en 1995. Et c'était là le seul et unique sujet abordé lors de cette réunion. Il y a donc eu 2 réunions, pas la moindre discussion, et l'une de ces réunions concernait la libération de 2 pilotes étrangers qui avaient été arrêtés. Nous reviendrons plus en détail sur l'autre un peu plus tard. Reportons-nous à la conversation interceptée, la première, dans laquelle il est fait référence à Franco Simatovic. Il s'agit de la pièce P 693. Au paragraphe numéro 117 de son mémoire en clôture, le procureur se contente de citer la toute fin de cette conversation. Mais pour se faire une idée juste de cette conversation, il convient de prendre en considération l'intégralité de celle-ci. En substance, cette conversation est survenue tout à fait par hasard. Il est tout à fait manifeste que la présence de Franco Simatovic dans le bureau de Kertész, au moment où ce dernier est appelé au téléphone par M. Karadzic, est tout à fait fortuite. Et si vous examinez en détail cette conversation interceptée, vous verrez que manifestement, Karadzic ne reconnaît pas la voix de Simatovic. Que Kertész dit à Karadzic qu'un ami souhaite pouvoir l'entendre, ce qui apparaît clairement dans la transcription en BCS de cette conversation interceptée. La teneur de cette conversation entre Franco Simatovic et Karadzic ne laisse absolument aucune possibilité de conclure quant à ce qui constituerait le sujet de cette conversation. Il est tout à fait clair, sur la base de cette conversation, que Simatovic et Karadzic se vouvoient. Simatovic vous voit Karadzic, puis Karadzic vous voit Simatovic. Il est tout à fait clair également que Karadzic ne reconnaît pas la voix de Simatovic. Simatovic se présente à Karadzic et lui indique avec qui il est en train de parler. Il est impossible de tirer la moindre conclusion hors de tout doute raisonnable quant à la thématique de cette conversation et quant à la nature des rapports entre Simatovic et Karadzic. La seule chose qui est possible, c'est de se livrer à des conjectures, ce qui, sauf le respect dû, est exactement ce que fait l'accusation dans son mémoire en clôture. Je passe à la seconde conversation interceptée, la pièce P671, qui ne démontre absolument rien. Cette conversation interceptée correspond à un échange entre Jovica Stanisic, qui était alors le chef du RDB de Serbie, et Karadzic. Dans cette conversation, M. Stanisic dit, je cite, « Je te transmets les salutations de Frankie et du capitaine. » Fin de citation. Tout d'abord, cette citation ne signifie absolument rien et ne prouve absolument rien. Elle ne démontre absolument aucun lien entre Franco Simatovic et Karadzic en dehors du fait qu'ils se connaissent peut-être, et elle ne prouve certainement pas l'identité du capitaine dont il est question. Voilà donc ce que l'accusation avance comme des preuves fondamentales et solides
du fait que Franko Simatovic aurait eu des rapports étroits avec un grand nombre de participants à l'entreprise criminelle alléguée. Nous estimons que ces éléments de preuve ne sauraient être considérés comme suffisants pour que les juges de la Chambre tirent une telle conclusion. Par ailleurs, l'accusation n'a pas établi non plus le second élément cumulatif de l'entreprise criminelle commune, puisqu'elle n'a pas avancé d'éléments de preuve indiquant au-delà de tout doute raisonnable que Simatovic aurait fait partie du plan commun assorti d'une définition claire de ce qui aurait constitué son rôle précis dans ce plan. Or, l'accusation a l'obligation d'apporter la preuve au-delà de tout doute raisonnable de cela précisément. Concernant la mens rea, dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, la défense souligne que le dossier ne comprend aucun élément de preuve directe relatif à la mens rea de Simatovic pendant la période de temps pertinente. Le seul élément de preuve dans lequel il ait été consigné quelque chose que l'on pourrait qualifier de position prise par Simatovic concernant les circonstances importantes en l'espèce, c'est le discours prononcé à Kula. Cependant, il s'agit d'un discours, se reprend l'interprète, que Simatovic s'est contenté de lire au nom du service, c'est-à-dire au nom du service de la DB de Serbie, avec toutes les insuffisances que nous avons déjà évoquées et que nous avons analysées en détail dans notre mémoire. Les éléments de preuve relatifs à l'existence de l'entreprise criminelle commune et à la participation à cette dernière de Franko Simatovic ne sont pas fiables et n'apportent pas de démonstration hors de tout doute raisonnable, ce dont on peut se convaincre au vu des exemples mêmes invoqués par l'accusation dans son mémoire. Nous ne doutons pas que la Chambre de première instance évaluera en détail et dans leur intégralité chacun des éléments de preuve avancés tant par la défense que par l'accusation. Dans notre présentation, nous souhaiterions attirer l'attention des juges de la Chambre sur quelques exemples seulement d'interprétation erronée des éléments de preuve par l'accusation ou de références faites par l'accusation à des éléments de preuve de valeur probante faible ou inexistante, ou d'éléments de preuve en tout état de cause qui ne peuvent pas démontrer hors de tout doute raisonnable les thèses de l'accusation. En analysant la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune en SAO de Krajina, l'accusation s'appuie sur la déposition du témoin Babic, qui a déposé dans le procès Milosevic et dont la défense de Franko Simatovic n'a pas eu l'occasion de procéder au contre-interrogatoire. En effet, le témoin évalue le rôle et la participation de Simatovic aux événements de l'été 1991 dans la pièce P1878 de façon tout à fait superficielle et trop générale. Sur la base des éléments de preuve auxquels se réfère l'accusation, on ne voit pas du tout quel a pu être le rôle concret de Simatovic dans la création de postes de police en Krajina. La défense n'a pas eu l'occasion d'interroger en détail ce témoin à ce sujet. Et en raison de cela, cet élément de preuve n'a aucune valeur probante. De plus, l'accusation affirme qu'en janvier 1991, Martic aurait convenu avec Bogdanovic et Stanisic d'une aide matérielle, technique et financière pour la Krajina et que Simatovic verserait les soldes de la police spéciale et la fournirait cette dernière en uniforme et en matériel.
maintenant cette affirmation, l'accusation se réfère à la déposition du témoin JF 039. Alors, Monsieur le Président, Mesdames les juges, je voudrais que nous passions maintenant brièvement à huis clos. Le greffier d'audience, nous sommes maintenant en audience publique, merci. Le Président, merci. Monsieur le greffier d'audience, nous levons l'audience et nous reprendrons demain, jeudi 31 janvier, à 14h15, dans ce même prétoire.